Pourquoi la musique est-elle si importante dans votre mouvement? Pour nous, cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas atteindre. Car beaucoup de gens trouvent la politique barbante et certains aspects le sont effectivement. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Et qui sait, s'ils écoutent les paroles et qu'ils y croient, alors ils vont peut-être s'impliquer dans le parti nationaliste au sein de leur propre pays. Les londoniens de Screwdriver prennent la tête d'une nouvelle génération de skinheads fascinés par l'idéologie nazie. En France, prenant modèle sur les Anglais, les Evil Skin et leurs chanteurs Sniff, les Tolbiac Todds, Brutal Combat, Booker 84 ou Légion 88 incarnent ce courant. Leurs actions ne se limitent pas à la musique. Dans leur sillage, le nombre des exactions racistes explose au milieu des années 80. Pour les journaux, le skinhead devient l'archétype de la brute raciste. Mais dans la rue, les punks et les militants antifascistes sont leurs cibles favorites. La réalité du moment, c'est effectivement un mouvement skinhead qui, en France comme partout en Europe à ce moment-là, a été complètement radicalisé à l'extrême droite. Et là, je vais être explicite là-dessus. Les mecs qui aujourd'hui disent j'étais skin en 85 mais j'étais pas faf, c'est soit des mecs qui étaient pas skin, soit des mecs qui mentent et qui assument pas. Parce que moi, je peux te dire qu'à l'époque, tu avais 99,9% des skins sur la France comme sur l'Europe et en particulier l'Angleterre et l'Allemagne qui étaient nazis. Enfin, tu vois, ça, c'était une réalité qui était indiscutable. À l'époque, il y avait une distinction. Il y avait les skins nationalistes et il y avait les skins national-socialistes. Les skins nationalistes, ils portaient le drapeau français. Les skins national-socialistes, ils portaient la croix gammée. La rune de dalle, plus exactement. Une espèce de triangle avec deux pattes en dessous. Les bandes racistes se multiplient. Nazi Clan au Luxembourg, FIAP à Saint-Jacques, Légion 88 à Juvisy ou Tolbiac Todds quadrille Paris. Donc la plupart des Tolbiac Todds, ils portaient des docks Bordeaux avec des bombers verts et un drapeau France ici. Ils avaient un groupe de musique et ils avaient un badge. J'en ai même encore quelques-uns en collection puisque je faisais la collection des trophées de skins qu'on arrachait. Leur couleur, c'était la carte de France avec un crapaud qui l'a grippé comme ça. Et le crapaud, il avait un t-shirt blanc et une paire de bretelles avec des docks. Ça, c'était les Tolbiac Todds, donc bombers verts et tout ça. Et leurs ennemis, leurs ennemis, entre guillemets, ils s'aimaient pas, quoi. C'était les skins du Luco. Ils s'appelaient le Nazi Clan, ils se traînaient sur Luxembourg, Saint-Michel et tout ça, ils foutaient la merde là-bas. Et ces mecs-là, c'était des nazis. Bon, les communistes, tous les gauchistes, les capitalistes ont la télé, la radio, les journaux, ont l'argent avec eux, nous on a le point avec nous. Voilà pourquoi on aime la violence. Batskin, c'était un peu comme on pourrait dire leur leader charismatique entre guillemets. Il y avait Djaba aussi qui était quand même un sacré tapeur. Il y avait quand même à l'époque, faut le dire, cette génération de skins c'était des bagarreurs, des tapeurs, des cogneurs. Ils disent avoir leur territoire. Ici, à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre. Et on va pas se mentir, c'était la tribu dominante à un moment donné, quoi. C'était vraiment la terreur de base quand tu sortais, quand t'avais été punk à 15 ans, tu vois. Tu voulais te balader dans Paris, t'étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser, quoi. T'évitais les Halles, t'évitais le Luxembourg, t'évitais les plus de Clignancourt le week-end. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué, quoi. Après, il y en a qui ont commencé à être vraiment sérieux, faire des descentes, faire des ratonnades, faire des trucs. Le truc le plus facile, c'était d'aller dans les concerts où il y avait les opposants, quoi. Genre tout ce qui était Redskin, tout ce qui était punk. Et c'est là que ça a commencé à faire une espèce de mythologie, un peu comme au Moyen-Âge, la grande peur et tout, mais c'était dans les concerts. À l'époque, il y a tellement peu de concerts que de toute façon tout le monde s'y retrouve. Et des fois, les punks se retrouvent dans les concerts qui n'ont rien à voir avec la choucroute, du new wave, et les skinheads aussi. Et évidemment, dans ces cas-là, tu as un clan et un autre clan. Un clan étant en plus dans un rapport d'affirmation qui passe par rapport de force. Traditionnellement, les punks se font taper par les skinheads. Ça, c'est un grand classique. Nous, les skins, on n'a aucun rapport avec les punks. Les punks, c'est des voyous, nous pas. C'est des drogués, c'est des connards. Musicalement, c'est nul en plus. Voilà, quoi. Nous, on n'a aucun rapport avec les punks, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand vous croisez une bande de punks dans la nuit? Ça fait boum.
La scène punk française est alors en ébullition. Face aux attaques des skinheads dans les squats, des groupes comme les Béruriers Noirs, Guernica, Led Thénardier ou Ludwig von 88 organisent leur propre sécurité. Donc si tu veux, il y avait à ce moment-là un bouillonnement alternatif qui était musical, politique, social et qui avait j'ai envie de dire comme dénominateur commun le fait d'être né et de vivre principalement dans la rue. Le fait qu'il y ait des groupes aussi politisés joue beaucoup parce que la vague, ce qu'on appelle le rock alternatif quand même, elle déferle un peu dans tout le pays avec des groupes qui ont quand même une conscience politique quand même diffuse et importante, dans une optique antiraciste, mondialiste, internationaliste en tout cas, qui est dynamique beaucoup plus importante à l'époque en tout cas que les mouvements de repli sur soi, que les fachos et juste. Et donc on voit émerger donc des gens avec un fort ressentiment de ne pas se laisser faire. Et on en arrive à se dire, bon, il y en a plein le cul, quoi. Les FAF, ils font vraiment trop chier. On en a marre de subir leurs lois. Et donc, il est temps qu'on s'organise, nous aussi, en bande. Une bande radicale qui se chierait pas dessus et dont l'objectif serait l'antifascisme radical et faire changer, en gros, la peur de camp, quoi. Les Red Warriors naissent à l'usine, un squat de Montreuil fin 85. En quelques mois, ils deviennent la bande la plus organisée dans la lutte contre les skinheads néo-nazis. La rue est un terrain, hein, au même titre que les urnes, et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à aller plus loin, on ne discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes, mais on estime que l'extrême droite est un cas extrême, quoi. Et voilà, c'était groupons nos forces pour être plus balèzes ensemble, quoi. La création des Red Warriors, c'est une rencontre entre plusieurs personnes. Déjà, moi je connaissais Jeff depuis... on se connaissait à l'usine, on traînait déjà ensemble, et Jeff, lui, connaissait Julien. Et on s'est rencontrés avec une quatrième personne qui s'appelle Nano, ils ont monté le truc, et c'est parti là-dedans. Au début on était 4, après on était... de 4 on est passé à 7, de 7 et à la fin on a fini à 14. Et en fait, très vite, si tu veux, on part dans un délire, tourner en caisse et défoncer les mecs, tu vois. Parce que pour nous, vu ce qu'on avait subi, vu le discours que tenaient ces mecs-là, vu les histoires qui se trimballaient sur les bandes de skin-faf les plus tendues, des histoires de viol, de tabassage, de lynchage et compagnie, nous, les défoncer, pour nous, c'était, tu sais, acte de salubrité publique. Chaque Red Warriors, donc Red Warriors guerriers, on était des guerriers. Chaque Red Warriors pratiquait une discipline et se devait de gagner au moins un titre de champion dans chaque discipline. Je sais que Julien était champion de France de full contact, il y avait Franck qui était champion de France de Kung Fu, il y avait Scan qui était champion de France de boxe française, il y avait moi qui était champion d'Europe de Kung Fu, de boxe chinoise, de Santa. Ouais, regardez, c'est bon. Vas-y, présente. Il y avait aussi Bébé Desbois qui est quand même monté jusqu'à un championnat d'Europe de kickboxing mais qu'il a perdu. Bon, bref, on touchait tous aux arts martiaux, aux sports de combat, on était connus pour ça. Donc on avait une certaine discipline de vie, une hygiène et des règles. Dans les mythes fondateurs, j'ai envie de dire, on va l'appeler comme ça, il y a effectivement cette fameuse descente au Baldiz, ça s'appelait la Java maintenant, un truc comme ça. Bref, à l'époque ça s'appelle le Baldiz et tous les jeudis soirs il y a des soirées qui s'appellent Acide Rendez-vous. Et on a des potes, donc Nano et Jeff, qui allaient régulièrement aux soirées Acide Rendez-vous. Et un jour, ils y se pointent et ils tombent sur une bande de feufa et ça se passe super mal. Ils se font limite mettre à l'amende parce que les mecs sont super nombreux. Et les mecs disent, ouais, ici c'est chez nous, voilà quoi. Là, ça va être l'occasion de débarquer dans un endroit où les mecs pensent que, tu sais, ils sont tranquilles et où rien peut leur arriver. Et on va leur montrer que ça c'est fini. Voilà. Ce qui a été une des premières réelles offensives face au mouvement skinhead où Pascal de Juvisy s'est fait décoiffer sa raie. C'était un skin, il avait une raie sur le côté, tu sais, comme Adolf Hitler, et rasé à blanc sur les côtés. On l'appelle Pascal de Juvisy. Donc c'était les Légions 88 et toute la clique là.
Et les Red Warriors, ils sont allés, ils ont tous mis Bombers retourné, c'est pour ça, pour se reconnaître face au skin. C'est comme ça que la légende du Bombers retourné est née. C'est pour ça que je dis que c'est un mythe fondateur, parce que c'est vraiment la première descente des Red Warriors en tant que bande constituée. Alors voilà la descente, on est tous morceaux, parce que bon, c'est quand même faut se dire, au vin blanc. On est dans une Citroën Visa et on est 7 dans la voiture. Il y en avait même qui étaient dans le coffre. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui descends leur ouvrir la porte, ils peuvent pas sortir de la voiture. Tu vois. Et quand ils sont arrivés, ils ont foncé en caisse, ils sont tous sortis avec les battes de baseball, en bombant orange, ils ont tout déménagé. Alors, la légende veut que les keufs, que les flics aient été prévenus par les FAF. Mais bon, ça reste à prouver. Enfin bon, toujours est-il qu'en 20 secondes, t'as des CRS qui sortent de tous les côtés, ils bouclent le quartier et on se fait tous pécho. Nano s'est fait coincer dans une entrée d'immeuble et ils l'ont attaché. Il s'est rendu, hein. Il a posé son arme, il a dit je me rends. Ils l'ont attaché, et ils l'ont coincé contre l'escalier et ils lui ont cassé toutes ses dents. Quand je dis toutes ses dents, Nano, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et à l'époque, il avait 17 ans ou 16 ans, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et manque de bol, ils le savent pas, mais les mineurs, tu vois. Donc imagine, on arrive au commissariat en ruine. Moi, j'ai 18 ans depuis genre 6 jours. Lui, il est encore mineur, il a genre 16 piges, tu vois. Et il est genre surfoncé, les dents cassées et tout, enfin, tu vois. Donc, et on se retrouve en cellule, on est 7. Dans une toute petite cellule, et en face ils ont pécho 3 feufs. Et t'as le commissaire de police qui descend avec National Hebdo, tu sais, à l'époque. La une, c'était fier d'être français. Et il fait, bon alors, c'est qui les feufs ici, tu vois. Et alors les mecs font, c'est nous, machin. L'autre il arrive, il sort la une du journal, il fait comme ça, il leur montre National Hebdo, le commissaire, tu vois, avec tous les condés derrière. Et genre, il arrive, il tape avec le journal contre la grille où on est tous entassés derrière. Il fait, alors c'est où les rouges et tout, tu vois, il commence à nous brancher, il part dans un délire. C'est quoi, moi et mes collègues, on pose nos plaques. Et on vous prend un par un et on se tape et tout. Les renseignements généraux sont acharnés sur nous, la police s'est acharnée sur nous, la police s'est aussi acharnée sur les skins dans certaines occasions, je dirais pas le contraire, mais quand même, on va dire que les forces de l'ordre étaient entre guillemets un peu plus tolérants pour les skinheads pour certains trucs. J'ai vu des cas où dans des descentes, ils ont relâché des skins plus loin avec leurs armes. Ça fait déjà longtemps, ça fait 2 mois. Ouais. J'avais tapé un noir avec mon copain, il tombait sur une voiture de flics banalisée. Après, ils nous ont arrêtés, le noir a fait je porte plainte, ils ont fait ouais, vous porterez plainte un autre jour. Et nous deux, les deux là, on les embarque. Et puis il nous a remis chez nous, puis il y a mon copain, quand on m'a déjà programmé, c'est bon pour une fois, mais ça passera plus la prochaine fois. Il fait, t'as eu de la chance que c'est nous. Et puis après, il nous a fait, bon allez, c'est bon, il nous a sorti une carte du Front National, allez-y. Il a fait, sortez plus maintenant. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'était l'état de la réalité de la police de l'époque. Et donc elle est légendaire cette descente, si tu veux, parce que c'est la première, qu'on est tous gamins, et que c'est la première fois qu'on a les bombeurs à l'envers. C'est la première fois qu'on est masqué et en plus on a affaire à des mecs vraiment qui sont des vieux de la vieille et qu'on leur met une volée quoi. Voilà, mais bon, si tu veux, militairement parlant, c'est pas vraiment un triomphe puisqu'on se fait tous pécho. Rico, il prend 2 mois de ballon ferme, enfin tu vois, parce que c'est le plus âgé. Et bref, mais bon après il y en a eu...